Bonjour à tous et bienvenue à cette masterclass dédiée au thème de la croissance externe. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous, pour nous parler de ce thème, Georges Gracier, PDG de Euro44 Parts. Georges, bonjour. Bonjour Stanislas. Bonjour Georges. Alors, avant de te laisser te présenter, quelques mots de contexte sur le pourquoi nous avons choisi ce thème de la croissance externe. Alors, bon, Georges, tu n'es pas sans savoir nous avons traversé et nous traversons toujours des crises, des crises sanitaires, des crises... Ah, petit problème de son, excusez-moi. Voilà, ça va mieux. Donc des crises sanitaires, des crises énergétiques, des crises géopolitiques. Et qui dit crise dit naissance d'opportunités, naissance également de difficultés pour certains dirigeants d'entreprise. Et tu me vois venir, Georges, c'est un terreau fertile pour des opportunités de croissance externe. Pour des dirigeants qui veulent se reconvertir ou des dirigeants tout simplement qui veulent saisir ces opportunités pour grossir de manière un petit peu plus rapide. Et qui mieux donc pour en parler qu'un dirigeant qui est passé par ce mécanisme, un dirigeant rompu à l'exercice de la croissance externe. Donc Georges, est-ce que tu peux te présenter, toi et ton entreprise, plus ou moins succinctement ? Bonjour à tous. Georges Gracier, je suis le dirigeant de Euro44 Parts, du groupe Euro44 Parts, que nous sommes en train de renommer Sipanguo. Et nous sommes l'un des acteurs majeurs de la pièce de rechange pour véhicules tout-terrain, pour véhicules asiatiques de façon générale, et un des acteurs majeurs en Europe. C'est une entreprise du secteur de la réparation automobile, même si nous ne touchons pas aux véhicules, c'est la réparation automobile. Et la réparation automobile a une particularité, c'est que c'est le premier secteur mondial de l'économie circulaire. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est une des composantes importantes de notre mission, qui est de faire en sorte que les automobiles soient correctement réparées. Une automobile correctement réparée, c'est une automobile qui pollue moins et qui a une valeur d'usage qui continue à grimper ou qui se stabilise. Surtout donc du véhicule tout-terrain. Véhicule tout-terrain, c'est un véhicule qui est généralement asiatique ou américain ou nord-américain. Il n'y a pas beaucoup d'offres européennes en tant que telles. Et donc, c'est une entreprise très internationale, très tournée vers l'Europe, qui est notre premier marché, avec deux pôles importants, qui sont la France et l'Espagne, et les pôles ultramarins de la France et de l'Espagne, où nous avons des présences en direct. Donc, une présence internationale et une présence ultramarine très forte, et nous exportons dans plus de 120 territoires dans le monde entier. C'est 150 collaborateurs et collaboratrices, et une très forte digitalisation. 60% de notre chiffre d'affaires est fait en ligne, sur deux piliers, un pilier B2B et un pilier B2C, puisque la consolidation que nous avons fait par croissance externe nous a permis d'intégrer l'acteur majeur français de la pièce de rechange asiatique en B2B. Donc c'est 150 collaborateurs, 32 millions consolidés, c'est 150 000 références. C'est un marché de niche, somme toute, et ça a son importance. C'est un marché, puisque nous ne travaillons sur les véhicules asiatiques que sur environ 2% du parc roulant. C'est un marché qui est un peu particulier parce que les véhicules sont anciens. Ils sont globalement du double d'âge du parc roulant normal. Ce qui nous permet de nous inscrire dans la durée. Quand on travaille sur un parc ancien, on peut s'inscrire dans la durée. Et ça aussi, ça a beaucoup d'importance et ça a beaucoup d'intérêt dans le cadre du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui de croissance externe. Historiquement, nous sommes la première base de données qui a été mise sur Internet en France, c'est sûr, et très probablement en Europe, en 1999, à l'époque du modèle 56K. Donc nous avons une expérience de la digitalisation. Et nous faisons ça, on fait ça en 16 langues. Alors, on ne le fait pas sur Internet en 16 langues, mais nous parlons 16 langues dans l'entreprise. La majorité des langues européennes et un certain nombre de langues asiatiques, puisque depuis peu, au-delà des filiales à l'étranger que nous avons et en Outre-mer, nous avons aussi une filiale en Asie qui est qui fait du sourcing et du buying pour nous en interne, mais c'est une filiale commerciale de la même façon. La base de données et cette digitalisation, c'est sur les 150 personnes, c'est 17 personnes en CDI, en temps plein, qui ne s'occupent que de la partie informatique, tant de l'Internet que de la base de données, sur la partie purement informatique. Et ce sont 7 personnes en CDI équivalent temps plein qui s'occupent du contenu pour permettre d'alimenter et de toujours s'améliorer sur cette partie data
qui est devenu un élément majeur de nos entreprises et un élément majeur de la valorisation de nos entreprises. Donc une forte présence internationale. Et au-delà de tout ça, nous avons aussi quelque chose, et je vais insister un petit peu là-dessus. Une particularité, c'est que nous sommes, je fais partie de ces dirigeants d'entreprise issus du monde social chrétien. Et il se trouve que, et je n'étais pas forcément tourné vers ça, mais nous avons développé une forte politique RSE et QVCT pour transformer ce qui est une contrainte ou ce que un certain nombre de dirigeants d'entreprise, et moi-même à l'époque, considérions comme une contrainte, en un élément majeur et moteur. La RSE et la QVCT, alors QVCT c'est qualité de vie et conditions de travail. Dans la RSE, on est obligé de mettre aujourd'hui, et ça a été quelque chose pour nous d'assez fort dans les différentes lois qui nous ont été imposées récemment, de la partie de l'obligation économique de l'entreprise et de l'entrepreneur, nous avons vu arriver un certain nombre de contraintes sociales et environnementales. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à savoir comment cela pouvait devenir non plus une contrainte, mais un avantage. Faire en sorte que on puisse tirer parti de ce que l'on ne peut empêcher. Et donc, nous avons créé un poste de QVCT qui est dans les mains de Caroline Grapomared, qui est une psychothérapeute connue sur la place de Bayonne et qui c'est devenu aujourd'hui une prise en charge de la composante de la santé morale et mentale de nos collaborateurs. Dans l'entreprise, on amène avec soi ses problèmes personnels. Ça nous a obligés à réfléchir différemment parce que nous avions des conflits, comme dans toutes les entreprises. L'entreprise est un endroit où il y a des conflits, de la même façon que dans la société. Et ces conflits ne sont pas bons pour l'entreprise, font perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc, l'entreprise qui est un lieu de vie, un lieu d'apprentissage, un lieu de rencontre, pour certains un lieu de ressourcement, particulièrement à l'issue de la pandémie, où beaucoup de gens disaient c'est génial, on avait commencé le télétravail avant la pandémie, puisqu'il y avait une demande de ça, et quand le télétravail était totalement imposé, il y a des gens qui nous ont dit on n'est pas du tout à l'aise en télétravail. Donc nous avons beaucoup réfléchi à ces thématiques, et l'entreprise étant un lieu d'apprentissage, de formation, nous avons développé toute une politique QCV et qui nous a permis récemment d'obtenir, au travers d'une enquête faite par Malakoff Humanis dans notre groupe, avec une forte participation de nos collaborateurs, se rendre compte qu'en travaillant toutes ces choses-là, en travaillant sainement ces choses-là, pas en étant bisounours, mais en regardant simplement la réalité, 80% des salariés sont satisfaits de leur équilibre de vie pro-perso et 92% sont satisfaits des relations avec leur hiérarchie et leur entreprise. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça a beaucoup d'importance dans le cas d'une croissance externe, et on y reviendra parce que beaucoup de choses se cachent dans le non-dit et dans des aspects sociaux non nomenclaturés, non encadrés par le droit, mais qui sont des choses vécues, et il y a beaucoup d'aspects psychologiques. C'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé là-dessus. C'est une entreprise dans laquelle on favorise l'entrepreneuriat. C'est aussi une démarche. C'est-à-dire que nous assurons la promotion de gens en interne sur des postes visant les ouvertures d'agences et de filiales à l'étranger que nous avons. On a développé une sorte de petit lycée interne pour faire de la formation technique autour de la mécanique et autour de l'automobile à des gens qui ne sont pas destinés à ça, mais pour simplement donner aux gens une vue et une connaissance de notre entreprise et des métiers de l'entreprise. Vous êtes comptable, vous êtes informaticien, vous ne savez pas ce que sont des pièces de rechange. Donc nous assurons une formation dans ce sens pour beaucoup de collaborateurs. On a un blog qui est tenu par Caroline Grapomared et Hélène Goumin, Bien dans ton job, et qui est un blog public. Et puis, tout simplement, tout ça pour vous dire qu'on a, avec tout ça, au-delà
des petites gâteries, si je puis dire, c'est-à-dire des pommes que l'on peut offrir, hein, des choses que l'on peut offrir. On a travaillé très fortement la marque employeur. Et la marque employeur, c'est pour nous en interne, c'est avoir les talents, garder les talents, donner aux gens envie de nous rejoindre. Mais ça a été dans le cas de la croissance externe aussi une démarche pour donner à une autre entreprise que nous souhaitions une cible, ce qu'on appelle une cible, l'envie de nous rejoindre. Voilà. Merci beaucoup Georges pour cette présentation hyper complète. Effectivement, on insiste beaucoup sur l'humain puisque c'est quelque chose qui ne vient pas sur le devant de la scène quand on parle de croissance externe et pourtant c'est l'élément le plus, c'est le ciment vraiment d'une bonne opération de croissance externe réussie. Alors avant que je recueille ton témoignage et tes conseils pratiques et que tu nous alertes justement également sur les pièges à éviter lorsqu'on se lance dans cette aventure, j'étais obligé de revenir sur une étude qui vient de paraître par BPI France Le Lab. Donc le Lab, comme tu le sais, c'est notre tête pensante chez BPI France, c'est notre centre d'études, une étude intitulée « La croissance externe à l'échelle des PME » et qui nous donne le pouls, on va dire, des reprises d'entreprise, en l'occurrence, et des sentiments pour lesquels les chefs d'entreprise souhaitent ou ne souhaitent pas se lancer dans une croissance externe. Rassurez-vous, ce sera très, très rapide. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais sur un panel de 100% de dirigeants, donc de 100 dirigeants, il faut savoir que cette étude repose sur un questionnaire qui a été envoyé à près de 700 chefs d'entreprise. Et donc, 19% des répondants ont décrété n'avoir jamais envisagé de projet d'acquisition d'entreprise. Les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas lancés dans cette aventure, vous les voyez ici. Elles se situent au niveau du dirigeant et au niveau de l'entreprise même. Ils ont estimé qu'ils avaient les ressources en interne pour assurer leur propre développement ou, de manière un peu plus négative, ils se sentent un peu trop isolés pour se lancer dans cette aventure et pas assez secondés justement pour déléguer les sujets opérationnels de l'entreprise qu'ils détiennent actuellement. Et puis effectivement des éléments plutôt macro de conjoncture qui font qu'une croissance externe n'est absolument pas la bienvenue à l'instant T. Parmi donc les 80% restants qui ont déjà envisagé un projet de croissance, 26% ont renoncé, l'ont envisagé cette croissance et ont renoncé. Et assez étonnamment, donc c'est moins pour un manque de fonds et de financement qu'un manque de temps et de compétences en interne pour les épauler. Donc là où on veut en venir, c'est que c'est pas forcément une question d'argent, d'accès aux capitaux propres, à l'endettement. C'est surtout pour ces dirigeants qui n'ont pas osé se lancer, un manque d'entourage et puis de compétences techniques, hein, puisque ça en demande. Parmi ceux qui ont envisagé, qui se sont lancés, finalement 21% de ces dirigeants ont été contraints d'abandonner en cours de route. Alors la plus grosse partie, ce sont sur les négociations. Par négociation, on entend évidemment les négociations sur le prix, mais ça pouvait aussi concerner le ressenti des dirigeants. C'est pour ça que la fibre humaine est toujours importante. On peut toujours avoir l'impression que le dirigeant nous ment ou nous cache un squelette dans le placard. Et ça, c'est vraiment un abandon sur deux, 51%. Et enfin, la due diligence, donc les éléments beaucoup plus techniques qui arrivent pour un quart des cas. Et finalement, donc dans ce tiers des dirigeants qui parviennent à réaliser cette opération de croissance externe, on sent que des difficultés continuent d'exister au terme de la réalisation de cette opération. Une conjoncture défavorable, donc un contexte macroéconomique toujours compliqué, des difficultés persistantes avec la partie cédante, ainsi que l'intégration post-acquisition qui gêne et qui est plus complexe que prévu. Alors, Georges, est-ce que tu pourrais maintenant témoigner de tes opérations de croissance externe ? On va commencer par ton parcours lié à la croissance externe. Qu'est-ce qui t'a amené à les réaliser ? Quelques opérations marquantes, je crois que tu en as réalisé 3 si je ne dis pas de bêtises, et quels étaient les objectifs ? Bien, effectivement, nous avons 3 opérations à notre actif à ce jour. 2 très petites et une majeure. Japocat, qui était notre alter ego dans le B2C, dans le B2B par rapport à ce que nous étions dans le B2C. Pardon. Dans tous les cas, j'ai souhaité une reprise à 100% du capital. Ça, c'est la première des choses. C'est un choix stratégique, mais c'est un choix qui me correspondait et qui m'allait... c'était ce que je recherchais. Je ne voulais pas forcément garder le dirigeant. On parlera du dirigeant en place un petit peu plus tard.
Il y avait des objectifs stratégiques, une localisation, c'est-à-dire être dans un endroit géographiquement sur des marchés dans lesquels nous n'étions pas. Une zone géographique qui peut être problématique, par exemple. Je prends un exemple, par exemple, c'est la Suisse. La Suisse, c'est pas très facile pour s'installer. On n'y est pas, mais c'est pas très facile pour s'y installer. L'absorption d'un concurrent, c'était le cas. On avait intérêt à absorber notre concurrent pour toutes les raisons que vous pouvez tous imaginer. Et le troisième, qui était le principal, dans le cas de la grosse consolidation que nous avons faite, la consolidation en amont, c'est-à-dire massification des achats et massification de la logistique. Nous sommes avant tout des commerçants. L'aspect des achats et de la logistique sont des éléments absolument déterminants de notre activité. Alors, l'intérêt stratégique de la croissance externe. Alors, je voudrais faire une toute petite digression parce que ça a beaucoup d'importance. La croissance externe, pour la croissance externe, ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir fait une revue stratégique de l'entreprise où on évalue l'intégralité des possibilités de croissance, si tant est qu'on veuille se mettre dans la croissance et que notre entreprise ait besoin de croissance. Mais la croissance externe, pour la croissance externe, ça flatte l'ego souvent du dirigeant, mais si ça ne fait que ça, ce sera absolument marqué du sceau de l'échec. Il ne faut pas que ce soit que ça. Il y a une démarche stratégique importante qui est derrière. Il y a un objectif économique, globalement, qu'on a tous dans la tête. C'est une très mauvaise définition mathématique ou approche mathématique qui est que 1 plus 1 se met à faire 3 et non pas 2. Si 1 plus 1, à l'arrivée, font 2, c'est une opération neutre. On n'a pas perdu, on n'a pas gagné, mais on n'a pas créé de valeur. Une opération par croissance externe, c'est le seul moyen de créer massivement et rapidement de la valeur pour un groupe d'entreprises. Les impacts sont extrêmement lourds derrière, donc il faut être prêt à ça. Il faut que l'intégralité de l'entreprise soit prête à ça. Sinon, ça ne marche pas. La surcréation de valeur et le gain de temps, ce sont les deux choses qui doivent être les paramètres pris en compte pour la croissance externe. On peut parfois arriver, avec la croissance interne, à arriver au même but. Je vais même dire, c'est plus facile. Par contre, ça prend beaucoup plus de temps et on ne sait pas combien d'argent ça prendra. Alors qu'en moins une croissance externe, une fois qu'on a le prix de l'entreprise, on sait ce que ça coûte. Ça, c'est le gros avantage. Au moins facialement. Parce qu'après, il y a la partie de l'intégration, il faut en parler, et il y a des coûts cachés. Mais globalement, on sait, a priori, dans un premier temps et directement, ce que ça va coûter au départ. Le temps et le coût pour arriver par croissance organique, ça rassure. Ça peut rassurer, parce qu'on se dit, on va mettre plus de temps, j'aurai plus de temps pour faire les choses, mais dans la vie, on n'a pas toujours le temps. Puis il y a des questions d'opportunité qui peuvent dire, bien, je vais sortir de ma routine de croissance en disant, l'an prochain, je serai là, j'ai un plan de développement, mais j'ai une opportunité qui me permet d'aller plus vite. Le temps, c'est quand même de l'argent, donc ça a quand même de l'intérêt. Par contre, il faut voir deux choses. C'est que dans le cas d'une croissance externe, quand on se met là dans cette démarche d'esprit, il faut savoir qu'il est plus facile de reprendre une entreprise qui est en bonne santé et qui donc va coûter beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus facile d'un point de vue du financement et d'un point de vue de l'attractivité du monde extérieur et de l'écosystème que de reprendre une entreprise qui est en difficulté et dont on ne sait pas à quel niveau est la profondeur de difficulté. Parce que ça, ce sont des choses dont on ne se rend compte que quand on est dedans. Je pense qu'il y a une méthodologie. La méthodologie, les premières choses à faire, les questions à se poser sont les suivantes. De mon point de vue et de par mon expérience. Il n'y a pas d'universalité là-dedans, mais je pense quand même que cette approche-là est quand même assez globale. Dans quelle direction dois-je mener l'entreprise, mon entreprise, mon groupe? Pourquoi? Et le pourquoi a beaucoup d'intérêt, parce qu'il va falloir le faire partager tant aux collaborateurs en interne qu'à la cible que l'on souhaite racheter. Le pourquoi est essentiel. Et puis maintenant, pour quand? Parce que ça aussi, si on sait que ça peut prendre du temps, qu'on est un dirigeant d'entreprise qui a 67 ans, aller se lancer dans une
croissance externe en se disant de toutes les façons dans 3 ans je m'en vais et je vends, ben, on risque d'avoir un conflit d'intérêts et un conflit de position entre une intégration qui ne sera pas faite et une volonté de sortir nous-mêmes, ce qui est tout à fait légitime à ce type d'âge. La deuxième question, c'est qu'il faut se poser, elles sont beaucoup plus personnelles pour le dirigeant, c'est en ai-je envie? Est-ce que moi, dirigeant, alors je parle d'un dirigeant de PME, propriétaire ou actionnaire majoritaire de son entreprise. C'est le monde que je connais le mieux, dans lequel j'ai toujours baigné. Dans quel en ai-je envie? Et là, il faut faire très attention à l'ego. Je suis dirigeant d'une boîte qui est de 250 personnes. Je ne ferais pas ce métier si je n'avais pas un certain type d'ego. Je crois que ça, c'est assez clair et c'est une chose assez partagée par les dirigeants d'entreprise de ce type de taille d'entreprise. En suis-je capable? Est-ce que j'ai au fond de moi-même la capacité de le suivre? L'énergie, la compétence basique. Par exemple, racheter une entreprise en Grande-Bretagne, ça peut être génial. On peut trouver ça stratégiquement parfaitement intéressant, mais si on ne parle pas un mot d'anglais, on va louper un certain nombre d'épisodes et ça risque de mal se passer. Si le preneur de décision ne peut pas aller capter des subtilités de vue, de ressenti et surtout de non-dit, ça va être très compliqué. Et ça passe aussi par la langue et par la présence. Et la troisième, c'est que ai-je l'équipe en interne qui va me suivre? Parce que vous pouvez avoir en interne des gens qui comprennent très bien qu'il faille le faire, qui aient envie de le faire parce qu'ils en trouvent l'intérêt, mais qui ne sont pas capables et qui n'ont pas envie de le faire. Et si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Tirer seul une armée de gens qui n'ont pas forcément envie d'y aller, ben ça ne marche pas bien. Et la dernière, et elle est très importante, elle est phénoménalement importante, ai-je du temps pour le faire? Si je n'ai pas du temps pour le faire, si je n'ai pas en interne une équipe réglée qui marche correctement et qui a sa feuille de route, ça ne marche pas. On s'en va vers de très gros ennuis. Et des très gros ennuis par paquet de millions d'euros, c'est pas forcément très amusant à régler. Alors, par quoi commencer? Ben d'abord, après la revue stratégique en interne, il faut faire un screening qui consiste à trouver la bonne cible. La bonne cible, soit on la connaît, on l'a identifiée, on connaît les dirigeants ou on ne les connaît pas, ben, soit on se dit, dans tel endroit, parce que je veux aller vendre en Angleterre, il y a une boîte que je connais, elle a déjà fait de la pub, elle est sur notre métier, je l'ai déjà rencontrée commercialement, mais je ne la connais pas plus que ça, qui est présente. Et je pense que ça aurait du sens pour le groupe et de l'intérêt, un intérêt économique, un intérêt de taille, de tout ce que l'on peut imaginer, d'aller racheter cette entreprise. Soit elle est identifiée, donc on la connaît, mais on la connaît beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire on connaît le dirigeant, on sait lui parler, on sait lui taper dans le dos, on sait lui dire, dis donc, ce serait bien qu'on se rapproche un petit peu là. Tu crois pas que ça aurait du sens? Ah oui, pourquoi pas? Ben moi, tu sais, moi, j'ai pas forcément, j'ai pas de descendants. Ouais, pourquoi pas? Oui, réalisé aujourd'hui, j'ai créé cette boîte il y a 20 ans. Oui, pourquoi pas? Je le veux. Oui, tiens, ça a du sens, on pourrait y réfléchir. Alors, ce sont deux approches différentes. Il y en a une où on peut y aller assez ouvertement, parce qu'on connaît, parce qu'on sait, on connaît les positions des uns et des autres, on est concurrents, mais bon, allez, chacun est sur son cas. C'était le cas de l'entreprise Japocat que nous avons reprise il y a 2 ans. On connaissait le dirigeant, on faisait un certain nombre d'opérations ensemble. Tiens, on s'est dit, il y a une fenêtre, on l'a fait. Quand on ne connaît pas, quand on n'a pas quand on n'a pas accès aux dirigeants ou à l'entreprise, je pense qu'il est extrêmement important de mettre un petit billet, ou un gros d'ailleurs, par un intermédiaire en capital qui va faire la première approche. Il est difficile il est un peu dangereux parfois de naviguer complètement démasqué en disant « Ouh, bonjour, on veut vous racheter ». Ça marche parfois, et parfois, par exemple avec les anglo-saxons, ça peut très très bien marcher parce qu'ils sont assez directs, on va droit au but, on ne s'ennuie pas. Bon, est-ce que vous êtes à vendre? Oui, non, ça peut nous intéresser? Oui, non. Et il y a aussi des signes particuliers, mais on y reviendra. C'est sur l'identification, c'est notamment le dirigeant, parce que le dirigeant est un élément clé
tant du rachetant que de la cible. Et son âge, sa situation capitalistique, sa situation patrimoniale, sa situation familiale, il y a tout un tas de choses qui peuvent rentrer dans là et donner le signe qu'une entreprise qui pourrait nous intéresser pourrait être à un moment donné à vendre. Là, le mandat, il faut mandater quand on ne connaît pas, et même quand on connaît d'ailleurs. Il est beaucoup plus raisonnable de donner un mandat ad hoc à des intermédiaires en capital. Nous, on a travaillé avec une boîte qui s'appelle Star Capital à Paris, à Maury Desombres, qui a fait un travail absolument remarquable, qui a travaillé très intelligemment, masqué quand il le fallait, donnant un certain nombre d'éléments sur le mandant, pour rassurer, parce que ça rassure aussi, sans tout dévoiler. C'était un travail très, très fin et qui a permis de travailler sur une acquisition en Grande-Bretagne qui ne s'est pas faite pour d'autres raisons et on en parlera alors que toutes les cases étaient cochées. Et donc, un intermédiaire en capital, ça permet, nous, d'être un peu moins visible et puis ça permet d'éviter que le marché commence à dire des bêtises sur les uns et les autres et qu'il y ait des fuites. La confidentialité est un des éléments clés déterminants du processus. Il faut que les gens qui soient dans la confidence, il faut que ce soit votre codir ou les gens qui travaillent avec vous dans la partie supérieure du management, et il faut être très discret sur le reste. Parce que sinon, vous avez toujours des fuites. Vous avez par exemple un acheteur qui dit « Ah tiens, oui, que chez Intel, là, comment ça se passe ? Parce que mon patron, il voudrait vraiment les racheter. Là. Oh, on est dessus, là, il en a parlé. Ouais, ça, ce serait top. » La première des choses que va faire le commercial en face de l'acheteur, il va aller voir votre concurrent et dire « Alors, il y a un tel qui veut vous racheter là ?» Alors là, ça met une zizanie phénoménale. Donc, il faut de la discrétion. L'autre chose, c'est pour ça que passer par un intermédiaire, alors ça coûte un peu d'argent. Incontestablement, ça coûte de l'argent, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Et l'argent que ça coûte, on sait ce que ça va coûter. Par contre, le reste, on ne sait pas combien ça peut nous faire perdre. Donc, l'intermédiaire a beaucoup d'importance. Ensuite, quand la cible est identifiée, on a une idée, il faut avoir... la personne la plus importante, c'est celui qui va décider s'il vend ou s'il ne vend pas. C'est généralement, dans le cas d'une PME, l'actionnariat est confondu avec le dirigeant. Donc, il faut savoir son âge. Ça, c'est très important. Un dirigeant de 73 ans qui a une boîte vache à lait, c'était le cas de la boîte anglaise que nous avions, c'est-à-dire une boîte qui travaille plus de 3 ans, mais qui lui rapporte beaucoup de dividendes et beaucoup de confort. Bah, il peut se dire, ça va durer longtemps, ou je vais peut-être vendre à des gens, ça dépend du middle management qui est derrière, mais je vais peut-être vendre à des gens qui vont me donner un capital à une sortie à un moment donné et qui vont me dire bah, finalement j'ai 73 ans, j'en ai largement assez, je mets à l'abri mes enfants et tout va bien. Ça veut dire que derrière le dirigeant actionnaire, il y a le middle management. Il faut regarder la pyramide des âges. Si les 3 cadres en charge derrière, prends une boîte de 10 millions d'euros. Dans une boîte de 10 millions d'euros, vous avez généralement un patron et puis 3 cadres. Un responsable d'exploitation, quelqu'un qui s'occupe plutôt de la comptabilité finance, et un troisième qui est plutôt tourné vers les achats ou le commerce, et vice-versa. Et vous mixez un peu les choses. C'est généralement un triumvirat qui va faire l'exploitation au quotidien de cette entreprise. Si vous avez une équipe de dirigeants qui a plus de 55 ans, et que vous regardez et vous vous rendez compte que derrière, il y a un gros gap, ça peut être très tentant avec un dirigeant qui lui-même a 73 ans, mais ça peut être très dangereux. Parce que vous êtes obligé, vous ne pouvez pas vous penser ne pas vous appuyer sur ce triumvirat qui est de rang 2. Et si vous n'avez pas leur assentiment, et si vous n'avez pas une perspective de maintien dans l'entreprise, c'est extrêmement dangereux parce que vous vous coupez absolument de tout. De toute l'histoire de l'entreprise. Parce qu'une fois que le patron est parti, ben, l'histoire de l'entreprise, elle est dans ces 3 cadres. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La structure du capital. Vous avez des dirigeants qui ne sont pas forcément très vieux, qui ont 55 ans, ils ont divorcé 2 fois. Il y a des enfants qui tapent à la porte. Il y a une ex-épouse qui dit « j'ai 20% du capital, faut en sortir ». Et ça, si on peut avoir ce type d'information, c'est fabuleux. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Et généralement, ce sont des boîtes qui valent un petit peu moins cher. Ça, on ne devrait pas le dire, mais c'est quand même la réalité. Voir si il y a des successeurs, parce que vous avez un dirigeant qui a 73 ans, il a un fils qui est ingénieur dans une boîte de conseil et qui a 35 ans,
À un moment donné, le fils ingénieur dans une boîte de conseil qui a 35 ans, il peut aller voir, être tout à fait intéressé pour aller reprendre la boîte du père, qui a 73 ans, dont il sait qu'il va partir, et qui va prendre la place en ayant, lui, acquis de la maturité et du savoir dans d'autres endroits. C'est généralement des affaires qui vont être très difficiles à reprendre. Ensuite, la position sur le marché. Est-ce que l'entreprise est solide, est stable ? Est-ce que c'est pas une coquille un peu vide qui a une belle apparence et puis des choses qui vont moins bien derrière? Alors ça, c'est des informations que l'on récupère généralement toujours des commerciaux que l'on a en commun qui viennent nous voir, des vendeurs et des fournisseurs. Là, on a beaucoup d'informations. Le besoin d'argent du dirigeant est rarement, très rarement, un moteur de vente d'une PME. Un type qui a fait normalement sa vie, il a généralement, et qui a 67, 68 ans, qui a envie de se retirer, ou un peu plus jeune, il a un tout petit peu de capital et il se dit, bon, ce sera la cerise sur le gâteau, ce sera une belle sortie que d'avoir ce genre de choses, mais ce n'est pas le moteur, c'est rarement le moteur. Donc ça, faut pas se dire, bon, il a besoin d'argent, sauf en cas de problème de capital et de répartition de capital. Mais autrement, c'est absolument pas un moteur. Ensuite, il faut regarder l'écosystème. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller voir une banque ou un fonds si on rachète quelque chose qui est infinançable ou si on est soi-même en situation infinançable. Ça ne marche pas, on perd du temps, quel que soit tout le travail qu'on ait fait. Le financement d'une croissance externe, ça se fait par 3 leviers principaux, plus un, qui est la love money, c'est-à-dire les copains qui vous aident à racheter à un moment donné et qui rentrent au capital, mais c'est très marginal et ce n'est pas de très grosses sommes. Les 3 leviers, c'est le fonds propre, c'est l'arrivée d'un intervenant en capital d'un type un fonds d'investissement, et là, il y a beaucoup d'offres. Et la deuxième chose, associée ou pas, et la troisième chose, associée ou pas, à une levée de dette. Il faut voir 3 choses. 1, seules les boîtes rentables sont faciles à financer par endettement. Si vous reprenez une très belle pépite, mais qui a des problèmes de rentabilité, où il faut s'adosser sur le futur, seul un fonds d'investissement vous suivra. Ce sera très difficile de trouver de l'endettement pour faire ça. Et la deuxième des choses, c'est que même si on a des fonds propres, les fonds propres, c'est surtout super bien, et de la trésorerie, c'est surtout super bien de les garder, et en se disant, je ne vais pas emprunter parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Et là, les ennuis commencent, parce que si vous avez une baisse d'activité, que vous bouffez votre trésorerie, vous êtes dans une situation critique instantanément. Et ça arrive beaucoup. Et beaucoup de gens ont financé des entreprises, ou trop financé des entreprises par fonds propres, pas assez par effet de levier, pas assez par endettement, pas assez en faisant... pour ne pas faire rentrer souvent un fonds et un intervenant extérieur en capital. Et ça, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas avoir peur des fonds. Les fonds d'investissement, il faut simplement vérifier qu'ils soient alignés avec vous. C'est-à-dire que leur intérêt est le même que le vôtre et que le sens qu'ils donnent à leur business soit acceptable et compatible avec vos valeurs, voire complètement aligné, c'est encore mieux. Dans notre fonds, pour faire la grosse opération toulousaine que nous avons faite, donc de la reprise de la société Japocat, nous avons fait rentrer Ardian. Ardian, je pense que beaucoup de gens connaissent Ardian, c'est le plus gros fonds d'investissement français. Je crois que c'est la BPI qui est le plus important. Pardon, excusez-moi. Mais enfin, c'est le plus gros fonds d'investissement privé français. C'est plus de 100 milliards d'euros de participation. C'est des investissements dans toutes les tailles d'entreprise. Nous, on est dans le small cap, c'est-à-dire de 5 à 20 millions, de 5 à 25 millions d'entrées de... Non, pardon, je crois que c'est maintenant, ils l'ont un peu changé. Je crois que c'est de 15 à 50, le small cap chez Ardian. C'est-à-dire que ce sont des équipes dédiées. Nous, on travaille avec Frédéric Quéru et Florian Dupont. C'est le partenaire idéal, Ardian. Moi, je suis très content. Je sais que la BPI, c'est très bien. On n'avait pas pu faire affaire avec la BPI à l'époque, quand nous avons fait un tour de table, mais Ardian est venu avec nous et je suis vraiment enchanté. Et la qualité des individus que vous avez en face est déterminante là aussi pour le succès du projet. Il faut vraiment qu'il y ait une entente entre les gens du fonds et vous-même, que vous vous entendiez bien, qu'il y ait un courant qui passe. Sinon, ça ne marche pas. Là, c'est de suite, au bout d'un moment, on se désaligne très vite. Il faut vraiment accepter. Et il faut prendre des fonds dans lesquels les gens aient une habitude des PME, pour ce qui nous concerne, ou de l'habitude des tailles d'entreprise dans lesquelles nous sommes. Donc le choix du fonds est extrêmement important.
Ensuite, quand on a fait ça, il faut quand même connaître avant l'acquisition, parce qu'il y a toute une phase où on s'est dragué mutuellement, où on a parlé, et puis on va rentrer dans une phase qui est beaucoup plus délicate. C'est la phase pré-acquisition de la cible, dans laquelle on va faire les audits, c'est-à-dire ce qu'on va aller regarder dans l'entreprise. On va commencer à regarder légalement la qualité de l'entreprise, au travers des audits sociaux, audits bien évidemment comptables et financiers, audits commerciaux si on y a accès, audits de toutes sortes, et environnementaux. Il faut faire très attention parce qu'on peut avoir beaucoup de surprises. Et on va rentrer dans la période de la valorisation de l'entreprise. Alors là, je ne vais pas rentrer dans ce débat, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés, mais il y a tellement de méthodes. On a des questions. Si on a des questions, j'y répondrai, mais il y a tellement de méthodes, il y a tellement d'approches que... On peut avoir des approches par la valorisation des fonds de commerce, dans le cadre d'une entreprise de commerce, sur les stocks, sur la valorisation des stocks, la valorisation des actifs les uns derrière les autres, et on fait un agrégat de tout ça, ou bien on peut travailler avec un multiple d'EBITDA, donc d'un excédent brut d'exploitation assez élargi. Les audits aident à tout ça. C'est en faisant des audits et en croisant des informations d'audit que l'on arrive à se faire une valorisation financière, le valeur du chèque qu'il va falloir faire de l'entreprise. Le plus important à regarder, c'est tout ce qui n'est pas auditable. Et ça, c'est très, 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 très difficile. Et c'est là où l'humain a énormément d'importance. C'est là où regarder les gens dans les yeux peut voir si on fait quelque chose qui va nous aller ou ne va pas nous aller. Il y a beaucoup d'engagements hors bilan. Il y a des engagements hors bilan qui sont hors bilan mais écrits, puis il y a tous ceux qui ne sont pas écrits. Le meilleur des audits ne montrera jamais que ce que le dirigeant en place laissera montrer. Il y aura toujours des choses, il y a toujours dans une entreprise des endroits dont on est plus fier et d'autres dont on est beaucoup moins fier. Et on ne parle pas forcément beaucoup de ceux dont nous sommes beaucoup moins fiers. Les grands enjeux donc sont ailleurs. Dans les engagements et dans ce qu'il faut savoir, il y a des aspects business et techniques. La nature des stocks, par exemple, dans notre métier, le stock a beaucoup d'importance. Un groupe comme le nôtre, c'est pas loin de 20 millions d'euros de stock. La nature des stocks versus la réalité comptable des stocks. L'audit va vous donner une réalité comptable. La nature du stock, aucun auditeur ne pourra vous le donner. La nature et la qualité du portefeuille de commandes. Dans le cas d'une entreprise industrielle. On a eu un exemple fumant il y a une vingtaine d'années où, pour vendre le groupe, qui était un très gros groupe français de la mécanique, les dirigeants ont pris des commandes à délai de 5 ans et à délai de 3 ans, à contrat, totalement sous le prix. Alors, ils ont engrangé des commandes et des commandes et des commandes. Ils ont montré un carnet de commandes plein, mais ils n'avaient absolument pas le parc industriel pour les produire. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils les avaient prises totalement à perte et sciemment à perte, simplement pour gonfler le carnet de commandes. La bande de repreneurs qui ont repris derrière, et ils étaient soutenus par une énorme banque suisse, a passé des provisions monstrueuses et le groupe a été totalement liquidé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Et c'est difficile, mais quand on rachète un concurrent, on sait s'il a pris des affaires de merde pour prendre des affaires ou pas. Et ça, c'est des choses qui rentrent dans la balance. Et à un moment donné, il faut les ramener sur la table. Et ça, c'est possible quand on a fait une intermédiation et qu'on a un écran avec la cible. Parce que quand on connaît très bien la cible, qu'on connaît très bien le dirigeant, qu'on a envie de racheter sa boîte, il y a un biais cognitif qui consiste à dire « bon, je le sais, donc on ne le met pas sur la table ». Et ça, c'est pas bon du tout. Je parle un tout petit peu d'expérience là-dessus sur une des reprises. La vétusté du parc machine, quand on est un industriel, sont des choses qu'il faut absolument regarder. Alors ça, seul quelqu'un, si on est dans le même métier et qu'on fait une acquisition d'un concurrent pur et dur et qu'on est sur des types d'entreprises qui sont mesurables et qui sont identiques, et seule cette chose-là est mesurable. Si on va racheter une cible qui est, par exemple, une intégration verticale, descendante ou ascendante, on n'a pas forcément cette expérience du métier, on a stratégiquement intérêt à la racheter, mais on ne fera pas forcément ça. Et là, il y a un petit peu de danger, il faut faire très attention. Ce
social et l'environnemental. Alors là, il y a tout. Il y a la pyramide des âges à voir. Il y a la qualité de l'encadrement intermédiaire, on en parlait, le niveau de formation des collaborateurs, les différents avantages sociaux dans les deux boîtes différentes. Parce que les alignements, ça se fait toujours par le haut. Et ça, on ne le voit pas toujours. Mais il faut vraiment essayer de le voir parce qu'on a des surprises. Les engagements du personnel, du dirigeant à l'égard de la cible à l'égard de ses collaborateurs. Je ne licencierai jamais. Là, c'est très dangereux. Et ça fait partie des choses qu'il ne faut jamais, dans une préacquisition, s'engager à faire. Il ne faut pas s'engager à ne jamais licencier, parce qu'on est parfois obligé de le faire, malheureusement. Il faut s'engager à ne pas avoir à avoir une masse globale de gens qui reste identique ou croissante. Ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, il y a un certain nombre de choses, et puis il y a la GAP, la garantie actif-passif. Ça, c'est quelque chose à très bien négocier, et c'est parfois, et très souvent à ce moment-là, que les choses échouent parce qu'on se rend compte que le dirigeant en face a compris qu'il était démasqué et c'est généralement la cible qui arrête le deal parce qu'il se dit « Ouh là là, je ne veux pas m'engager à payer des choses qui sont certes de ma responsabilité et de mon coût et de mon devoir, donc je préfère rompre le deal plutôt que de le faire. » Voilà. J'ai été un peu long sur la partie pré-acquisition et après il faut quand même parler du post-acquisition. Alors... Non, en fait, tu as vraiment bien couvert tous les aspects. D'ailleurs, tu as déjà répondu à certaines des questions qui étaient posées dans le chat. Alors, je vais te lire certaines des questions puisqu'on a encore 3 minutes. On avait une première question de Hervé qui demandait combien de temps tu estimais de temps entre le premier contact et le closing de rachat, globalement. Oui, alors ça c'est très très difficile à dire. Il n'y a pas de règle. Si on connaît la cible et que tout est d'accord et que tous les signes sont allumés, allez, en 6 mois c'est bâché. En 6 mois, c'est faisable. Mais globalement, c'est plutôt 1 an et demi. Autre question de Roger qui demande « Faut-il acquérir une entreprise dont la personne clé est le dirigeant qui partira dès le closing, la valeur de cette entreprise étant dépendante essentiellement des compétences et du savoir-faire du dirigeant ?» Oui, à condition d'avoir un plan B et un cheval de remplacement. Une course, ça se gagne aussi par le dirigeant et par les cadres. Si on ne les a pas, ça minore généralement la valeur de l'entreprise. Alors on peut l'avoir en interne chez nous acquéreurs, ou dans la cible à faire monter, ou en extérieur, mais c'est déterminant. Et ça influe beaucoup sur la valeur de l'entreprise. Une entreprise vendable, c'est une entreprise dans laquelle le dirigeant n'est pas déterminant. Il est un moteur, il est une énergie, mais il n'est pas déterminant à l'exploitation de l'entreprise. Sinon, ça ne marche pas. Alors, doit-on dans le deal ajouter une clause de non-concurrence pour le dirigeant partant ? Alors moi, j'ai pour habitude de dire qu'on ne remonte jamais sur le cheval. Le jour où on s'en va, c'est très très difficile d'aller monter la boîte en face. D'abord parce qu'on n'a pas forcément une très belle image, on n'obtient pas forcément une très belle image du public en disant « Tiens, il a pris le pognon et puis il se remonte ». Oui, non, j'en sais rien. Parfois, c'est bloquant. Il y a des gens qui disent « Moi, si j'ai une clause de concurrence, je ne vends pas ». Bon, il n'y a pas de règle là-dessus. Ça dépend de beaucoup de choses. Un dirigeant qui a 73 ans, il ne va pas repartir, globalement. Alors, autre question intéressante. Acheter une entreprise plus grosse que la sienne, bonne ou mauvaise idée ? Ni bonne ni mauvaise, j'en sais rien. J'ai acheté des entreprises jusqu'à notre taille. J'ai jamais acheté plus gros. Je ne sais pas répondre à cette question. Ça dépend de beaucoup de choses. Si on est une entreprise de 3 personnes, qu'on rachète une entreprise de 8 personnes, bon, ça dépend de la taille, ça dépend de la même façon du management qui est en place, de la capacité aux gens d'avoir une certaine autonomie et à s'intégrer dans une reprise. Mais ce qui est le plus important, c'est l'intégration de la cible. Je vais prendre 30 secondes, parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup, pour vous parler de ça. 50% des croissances externes ne remplissent pas leur objectif. 2, il y a beaucoup de psychologique dans l'immédiate post-acquisition. Ça, c'est vraiment important. Il y a une règle, enfin, je partage cette règle, ce n'est pas la mienne, mais 1, 10, 100. Un jour pour expliquer que celui qui a racheté, il est le patron. Ça, c'est très important. 10 jours pour faire le bon diagnostic, pour ne pas faire les erreurs. 100 jours pour que les premières mesures qui ont été prises marquent l'esprit des gens que nous avons, qui sont dans la cible et qui sont venus nous rejoindre. Ça, c'est vraiment très important.
Là-dedans se joue beaucoup du succès. La majeure partie du succès se joue dans les fameux 100 jours. C'est vraiment très important. Cette masterclass arrive à sa fin. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup.